Bonjour à tous. Alors, je voulais faire un petit effet d'annonce en vous essayant de faire deviner d'où je venais, mais elle a plombé la devinette. Alors, tant pis. Du coup, comme Madame Mestrio vous a expliqué, je travaille au réseau des CIVAM normands. Je m'appelle Lison Deminck et je fais de l'accompagnement à l'installation agricole et à la transmission d'exploitation. Très rapidement, moi j'ai un parcours d'ingénieur agro et je travaille au réseau CIVAM depuis 2014. Donc j'ai accompagné pas mal de personnes, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes, dans leurs projets. Euh, et quand Madame Mestrio m'a appelée, je me suis dit, mais pourquoi moi en fait? Pourquoi la Normandie en Belgique? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et en fait, en creusant un petit peu avec elle au téléphone, je me suis rendu compte qu'on avait des problématiques, notamment sur la transmission des exploitations agricoles, qui étaient assez communes entre la Belgique et la Normandie, notamment sur la taille des exploitations agricoles, les difficultés de transmission, le prix du foncier. Voilà, je pense qu'il y a des petites analogies à avoir, et donc du coup, on m'a demandé de vous expliquer quels étaient les différents outils qu'on mettait à disposition de nos agriculteurs. C'est toujours hyper impressionnant de parler devant une assemblée comme ça. Je suis désolée, mais il faut le temps que je rentre un peu dans le bain, quoi. Donc, j'ai essayé de vous faire une petite présentation qui va peut-être sortir un peu du commun. J'ai fait pas mal de petits dessins. Enfin, j'aime bien faire des animations un peu décalées. Donc, n'en veuillez pas. C'est pas que je vous prends pour des enfants, c'est juste que j'aime bien faire des dessins. C'est moi, c'est mon petit côté enfantin. Du coup, avant de commencer, moi, je vous connaissais un petit poil, bon, on pourra en discuter un petit peu après, mais j'aimerais bien savoir un petit peu dans l'Assemblée, qui est agriculteur en fait? Levez la main que je puisse, ça va vous réveiller un petit peu. Oh, bah dites, ouh, passionnant. Qui est en phase de transmission de son exploitation? Un petit peu moins. Et est-ce qu'il y en a qui font des transmissions hors cadre familial, donc qui transmettent à quelqu'un qui n'est pas de sa famille? Ah, deux. Soyez pas timide, hein. C'est pas une honte, hein, au contraire, c'est génial. Et les transmissions familiales, du coup? Un petit peu. Du coup, l'inverse. Je vois un monsieur qui me fait. Pardon? Pas sûr encore, ok. Ah, d'accord. Il sait pas si c'est le papa. Elle était bonne, je la retiens. Alors, du coup, peut-être que. Alors, moi, ma spécialité au niveau du réseau CIVAM, c'est d'accompagner des porteurs de projets et des reprises hors cadre familial avec des personnes non issues du milieu agricole. Parce qu'on se rend compte, en fait, en Normandie, qu'on a beaucoup de fils et de filles d'agriculteurs qui n'ont pas envie de reprendre l'exploitation familiale. Je pense que certains ont vu peut-être les parents travailler beaucoup, se faire du mal sur l'exploitation. Du coup, voilà, ça les botte pas trop. Et donc, la porte est ouverte à des personnes qui sont pas du milieu et qui veulent s'installer quand même en Normandie. Alors, la Normandie, pour ceux qui connaissent pas, c'est le pays du lin, du fromage, évidemment, et de la patate aussi. Donc, de ce que j'ai compris, il y a pas mal de trucs qui se rassemblent. Il y a de la pomme de terre aussi chez vous, ce que j'ai compris. Ce qui est important, parce que c'est aussi ce qui permet de. Enfin, c'est une culture très rémunératrice, et c'est aussi ce qui fait parfois monter un peu le prix du foncier, et ce qui peut être problématique dans certaines situations. Du coup, je peux peut-être vous présenter le réseau des CIVAM, parce que là, je parle beaucoup, mais on m'a dit que le temps était compté. Voilà. Donc, le réseau CIVAM, c'est quoi? C'est une association. C'est une association, nous, on est vraiment basé sur la Normandie, mais c'est un réseau qui est national sur toute la France. Donc, des CIVAM, vous en avez un petit peu partout dans toutes les régions de France. Nous, notre association, elle a été créée en 2018. Vous allez me dire, mais comment tu fais pour travailler depuis 2014? Parce qu'en fait, avant, la Normandie était séparée en deux. Vous aviez la haute et la basse. Puis le président de région nous a dit, ben, on va faire une grosse Normandie. Du coup, une seule antenne, une seule association. Il y en avait une dans chaque région. Donc, on a fusionné, d'où la naissance en 2018 et qu'on existait avant sous le nom des défis ruraux depuis 91. C'est une association qui a comme valeur l'humanisme, la coopération, la durabilité. L'idée, c'est d'accompagner des agriculteurs, que ce soit sur l'installation et la transmission. Ça, je dirais, c'est une petite partie du CIVAM, hein. Moi, on est 12. Vous voyez, je suis toute seule, donc bon, je suis petite, hein, dans le CIVAM.
Mes autres collègues à côté, ils travaillent sur l'accompagnement au changement de pratique pour une agriculture plus durable, plus rémunératrice, travailler sur l'autonomie des agriculteurs, enfin, voilà, plein de choses très vertueuses, très durables sur le territoire. On accompagne aussi des collectivités, des établissements scolaires et tout le para-agricole qui veulent essayer de mettre en place des dynamiques sur le développement durable. Donc, comme association oblige, on a des bénévoles, forcément, des gens qui travaillent gratuitement pour nous et qui sont très gentils, parce que sans eux, on n'existerait pas. Donc, c'est principalement des agriculteurs, mais c'est aussi des citoyens du monde rural qui ont envie de faire évoluer les choses, des responsables associatifs, voilà, plein de structures qui se fédèrent autour de nos actions. Après, je ne vais pas rentrer dans le détail, vous aurez un petit peu plus de détails. Je pourrais transmettre aussi ma présentation. Je vous ai juste imprimé un résumé. Du coup, vous n'avez pas la présentation du CIVAM, mais au pire, vous allez sur notre site internet pour trouver pas mal de choses. Et donc, du coup, voilà, les axes de travail, ça va être d'accompagner l'agriculture durable, d'accompagner les candidats à l'installation et à la transmission, toujours avec en respectant en tenant compte de la problématique écologique et de la protection de l'environnement et de contribuer au dynamisme économique. Et c'est de là aussi où on fait le parallèle avec les collectivités territoriales. Vous me dites si je parle un peu charabia, collectivité territoriale, vous avez le même nom chez nous ou chez vous? C'est tout ce qui est région, département, les communautés de communes, vraiment tout ce qui est institution. Voilà, je n'ai peut-être pas tout à fait le même jargon, donc. Et donc, il y a quelques années, quand j'ai été embauchée, on m'a dit, Lison, c'est super, on a des fermes à transmettre, on a des porteurs de projets, et du coup, ce serait bien de faire coller l'offre avec la demande. Mhm. Ok, bon, Lison, elle prend ses outils d'animation, elle prend ses contenus pédagogiques, et puis elle va essayer d'aller sensibiliser les agriculteurs et tout, pour essayer d'aller transmettre leur ferme. Or, il se trouve qu'on a beaucoup de grosses fermes, et beaucoup de petits porteurs de projets. Alors, je ne dis pas petits au sens péjoratif, c'est juste qu'en général, on a des grosses fermes laitières et céréalières d'un côté, face à des jeunes qui veulent faire du maraîchage et des élevages de volailles en petits poulaillers mobiles, enfin, des trucs. Donc, aller faire coller l'offre avec la demande, c'est pas forcément facile. Et on se rend compte que la pyramide des âges, elle est quand même de plus en plus vieillissante chez nous. Et donc, cette problématique d'année en année, elle s'accentue. Depuis 2014, j'ai bien vu en fait la progression de demandes de cédants qui poussent et qui me disent il nous faut un coup de main, on cherche des repreneurs, on ne trouve pas, machin, on ne sait pas comment faire, le corps de ferme il coûte trop cher, comment qu'on peut faire. Donc, du coup, on s'est dit on va essayer de mettre en place des outils et des accompagnements adaptés. C'est le but de la présentation, si vous avez suivi. Donc, voilà, on a parti de ce constat-là, on s'est dit qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place pour essayer d'aider tout ce petit monde, autant les jeunes que les moins jeunes. Un pilier, un des premiers trucs qu'on m'a demandé de faire et que je trouvais très pertinent, c'était de faire des formations. Donc des formations pour les cédants, pour les personnes qui souhaitent transmettre. Donc, on est parti sur un format de 3 jours et on s'est dit, voilà, on va leur proposer un contenu bien particulier dans l'idée de les préparer à transmettre leur exploitation agricole, de les accompagner sur la phase de choisir, rencontrer, négocier leur repreneur et d'essayer de se préparer aussi sur la partie très technique et notamment sur le chiffrage, sur combien vaut ma ferme, combien je vais toucher à la retraite, toute la partie chiffres qui est super importante dans la transmission des fermes. Donc cette formation, elle avait comme objectif principal de définir le projet de transmission parce que nous, notre vision de la transmission, c'est pas la fin de quelque chose, c'est le début d'un nouveau projet, c'est le début d'une nouvelle vie et c'est donner un côté très positif dans quelque chose que parfois on peut se dire oh je vais arrêter de travailler, je vais plus voir mes vaches, qu'est-ce que je vais pouvoir faire et tout. Mais non, en fait, partir à la retraite, c'est aussi pouvoir avoir des envies de voyage, de profiter de sa famille, de ses petits-enfants, etc., etc. Et donc vraiment, il faut voir ça comme un début positif à quelque chose de nouveau, en fait. Et c'est comme un accompagnement de quelqu'un qui veut s'installer en agriculture, et c'est un accompagnement de projet, en fait. Donc, c'est définir ce projet d'installation, comment on va s'y prendre, qu'est-ce que les cédants ont vraiment envie de faire quand ils vont être à la retraite. Moi, ma porte d'entrée, quand je vais dans une exploitation, qui m'appelle pour faire de la transmission,
c'est souvent il est où le camping-car en fait? Je l'ai cherché dans la cour, je ne l'ai pas trouvé. C'est une façon de casser un peu la glace et de se dire c'est bizarre, vous voulez partir à la retraite, mais ils sont où les projets de retraite en fait? C'est souvent le camping-car. Ils aiment bien les camping-cars chez nous. Après, on avait comme objectif d'anticiper son départ à la retraite et donc d'anticiper toutes les démarches, notamment administratives, pour pouvoir accompagner tout ça. Identifier les outils et les différentes structures qui peuvent accompagner, parce que bon, le CIVAM ne travaille pas tout seul, hein. Il y a plein d'autres associations, plein d'autres structures, les experts comptables, les notaires, les juristes, qui sont super importants aussi dans les démarches de transmission. Et nous, on ne se substitue pas à ce genre de professionnels. Et après, on avait tout ce qui était identifier les éléments clés de la transmission. Vous verrez, je pourrais vous dérouler un petit peu plus en détail si vous me questionnez sur le contenu de la formation, mais il y a notamment des éléments qui sont super importants et des questions qui sont super importantes. Tout à l'heure, j'avais un monsieur qui me faisait ça, je ne sais pas trop si c'est sûr ou pas, peut-être que c'est le fiston qui veut reprendre, mais j'en suis pas sûre, mais lui, il n'est pas sûr non plus. Donc, et comment on fait justement pour être sûr que ce fiston, il va reprendre la ferme? Est-ce qu'on a posé les bonnes questions au bon moment? Voilà, c'est ça que nous, on va aller titiller un petit peu les agriculteurs pour essayer de leur dire, leur filer des tuyaux pour leur dire, est-ce que tu as bien posé la question? À quel moment tu l'as posée? Il y a bientôt les fêtes de fin d'année, là, autour de la dinde de Noël. Profites-en dans la réunion de famille pour pouvoir poser la question qui veut reprendre la ferme. Donc, la première partie, c'était aller vraiment sur se préparer et notamment apprendre à se connaître soi-même. Est-ce qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ont l'impression de bien se connaître? J'ai l'impression de moi jamais réussir à me connaître complètement. Donc, je ne sais pas si c'est un sentiment qui est partagé. Mais... Non? Vous n'avez peut-être pas d'avis là sur la question. Ok, je me tais. Et ben, du coup, sur se connaître, et ben, ça commence par un bilan un peu personnel sur quels sont mes besoins économiques. Voilà, quand je vais être à la retraite, je ne vais plus avoir le revenu de ma ferme, de combien j'ai besoin pour vivre. Ça peut être des besoins très personnels, de liens aussi. Quand on est agriculteur, en général, on travaille dans des coopératives, on est élu dans des coopératives à côté, on voit d'autres agriculteurs, on est dans des syndicats, des choses comme ça. Du coup, on a une vie sociale aussi par le biais de notre travail. Mais quand demain, on ne sera plus agriculteur, alors on en fait quoi de cette vie sociale, en fait? C'est une des questions aussi qu'il faut se poser. Donc, comment on recrée cette vie sociale dans un autre domaine, peut-être, ou dans on avait peut-être certaines passions, on faisait du sport, de la musique, du chant. Moi, j'en avais un, il était champion de dance country, vous voyez. Donc, et quand il a voulu prendre sa retraite, et bah, du coup, il a continué la danse country, mais en mode plus, 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 quoi. C'était cool parce qu'il m'avait invité un jour à une représentation de danse country. C'est pour vous illustrer un petit peu le truc. Peut-être pas toujours très adapté. Et donc, du coup, voilà, on réfléchit avec les cédants à quels sont vos besoins, de quoi vous avez vraiment besoin, quelles sont vos passions et comment vous allez les mettre en œuvre une fois que vous aurez arrêté votre métier. Donc, on vous prépare. Et une des étapes clés de cette préparation, je ne sais pas si vous êtes tous dans cette question, dans ce truc-là, mais elle est où la maison d'habitation? Qui a la maison d'habitation au milieu du corps de ferme? Vous pouvez lever la main. Qui a la maison d'habitation au milieu du corps de ferme? Ouais, quand même. Il y en a beaucoup, hein. Et on en fait quoi de cette maison quand on veut transmettre sa ferme? Si vous avez quelqu'un de la famille, vous laissez la maison? On en fait quoi? Si c'est quelqu'un qui est encore pire, pas du milieu, pas de la famille, vous la vendez aussi, cette maison? Ouais, c'est facile de répondre à la question. Et est-ce que si vous gardez la maison, vous accepteriez de voir quelqu'un qui passe en tracteur tous les jours et qui potentiellement ferait des choix techniques que vous ne feriez pas? Si vous entendez, si vous avez le bâtiment d'élevage avec les vaches et les petits veaux qui gueulent toute la matinée parce qu'ils n'ont pas eu leur lait à temps, parce qu'il est parti faire autre chose, bah vous, qu'est-ce qui va vous démanger? Bah, c'est d'aller donner à manger aux petits veaux, alors que c'est plus votre ferme en fait. C'est plus à vous de prendre cette décision-là. Donc voilà, tout ça, c'est des questions qui sont très, très prégnantes en général et qui sont importantes de se poser. Donc voilà, cette formation, elle sert à se poser ces questions-là et essayer d'y répondre aussi. Qu'est-ce qu'on fait de la maison d'habitation? Et après, c'est au niveau des enfants, comme je disais, est-ce que vous avez posé clairement la question qui veut reprendre? Moi, j'en ai beaucoup parfois qui me disent ouais, de toute façon, mes enfants, ils ne veulent pas reprendre. Tu leur as posé la question?
Bah ouais, je leur ai déjà posé. Ouais, mais il y a combien de temps? Enfin, entre-temps, il y a peut-être un peu d'eau passée sous le pont, quoi. Du coup, on remet un petit peu à jour tous ces trucs-là. Et surprise, parfois, il y en a un qui arrive. C'était pas prévu. Et parfois, c'est même encore pire. Vous aviez prévu une reprise orchestre familiale, et là, qui revient? Le fiston. Ça, c'était pas prévu, hein. Donc, il faut trouver des statuts en collectif, parce que l'autre, vous n'allez pas le mettre dehors non plus. La question, c'est comment la remettre l'exploitation. Mais justement, je vais vous montrer des petits. Là, on est vraiment sur la partie sur vous, hein. On n'est pas sur la partie technique transmission de la ferme. Il y a des montages après. J'ai entendu montage sociétaire tout à l'heure. Enfin, il y a des trucs qui arrivent à se mettre. Et cet après-midi, vous allez avoir aussi Terrain Vue, je crois, qui intervient. Donc, ça peut peut-être aussi faire partie des outils intéressants à creuser. Oula, je me dépêche. Du coup, il y a toute une partie aussi sur savoir rencontrer, choisir, négocier avec son futur repreneur. Donc, avec tous les outils qu'on a chez nous. Alors, chez nous, on a des sites internet. Alors, il y a Terre de Liens qui était rendu chez vous, qui a un site bien particulier pour faire des offres de foncier, des offres de ferme. Et puis, on a des trucs qui sont tenus par les chambres d'agriculture, des petites annonces, des choses comme ça qui sont mis en place. Et un outil qu'on présente aussi souvent à nos cédants, c'est la convention de transmission. Et donc, parmi les outils qui sont intéressants, cette fameuse convention, alors elle n'a aucune valeur juridique, hein, soyons bien d'accord. Mais par contre, c'est une façon de vous mettre d'accord à l'écrit avec un porteur de projet, alors que ce soit votre fils, votre fille ou quelqu'un d'autre, et vous allez vraiment vous mettre à l'écrit les points d'accord que vous trouvez. Du genre, demain tu casses le tracteur, qui répare le tracteur? La location, ça va être le corps de ferme, je te le loue ou je te le vends à tel prix. Ou alors on fait un montage sociétaire. Moi, je reste sur la ferme encore pendant 3 ans en tant que salarié, et puis dans 3 ans, je te cède la main, etc., etc. On va se mettre d'accord sur tout, autant sur les composantes sociales que techniques, qu'économiques, pour essayer au moins de poser les choses sur le papier et être sûr qu'à un instant T, on est tous les deux ou tous les trois d'accord. Et donc sur la partie chiffrage, alors là, on fait appel à d'autres partenaires. Donc la MSA, chez nous, c'est la Sécu en fait des agriculteurs. Je ne sais pas comment ça s'appelle chez vous, mais c'est l'organisme social qui affilie les agriculteurs, qui vient leur donner une explication de combien ils vont avoir à la retraite. Alors, chez nous, la retraite agricole, l'agriculteur, c'est à peu près 800 € par mois pour avoir cotisé toute sa vie. Autant vous dire que ça les satisfait peu. Et que la tentation est très forte, du coup, de valoriser son capital au maximum pour pouvoir justement travailler là-dessus. Et on fait travailler aussi la FOC, qui est une association de formation à la compta-gestion, qui est pareil, nationale, un peu sur le même modèle que les CIVAM, et qui accompagne les cédants, du coup, et les agriculteurs de façon plus générale à faire leur compta. Et donc, du coup, sur la rentabilité, ils ont une approche sur la rentabilité de la ferme pour évaluer combien la ferme vaut d'un point de vue rentabilité économique. Et donc, du coup, un jeune qui veut racheter, combien il peut se permettre de s'endetter dessus? C'est ce qu'on appelle l'approche de rentabilité ou l'approche économique. Il y a l'approche patrimoniale qu'on leur présente. Donc, le tracteur, il vaut tant, le corps de ferme, il vaut tant, les vaches, elles valent tant. On fait l'addition au bout du compte et ça fait le patrimoine. Et il y a une approche que moi j'appelle, je l'ai mis entre guillemets, durée de vie. Euh, alors, elle est un peu rude, dit comme ça, mais j'ai beaucoup d'agriculteurs qui raisonnent en se disant, bon alors, je prends ma retraite à 65 ans, grosso modo, j'estime qu'il me reste encore 20 ou 25 ans à vivre en bonne santé et tout. Donc du coup, comme je vais avoir que 800 € par mois, et le manque à gagner entre les deux, il est à peu près de, je sais pas combien, temps, divisé par le nombre de mois, ça veut dire qu'il faut que je vende au moins mon corps de ferme à ce prix-là pour pouvoir atteindre ma fin de vie dans de bonnes conditions économiques. Alors, elle est très taboue. En général, ils ne nous le disent pas qu'ils ont fait ça comme ça, mais ils le font tous. On le sait. Quand on leur dit, mais attends, tu as calculé ça comment? Quand ils commencent à rentrer un peu dans le détail en creusant un peu, c'est qu'ils l'ont fait. Et puis, du coup, la fin de cette formation, ça leur permet d'avoir une sorte de planning un peu des différentes étapes à franchir pour arriver jusqu'au moment de la transmission. Donc ça, c'était notre outil sur la formation. Après, on propose évidemment de l'accompagnement individuel. Et alors, une des particularités de l'accompagnement individuel qu'on a, c'est qu'on peut proposer des contrats de parrainage. Alors, les contrats de parrainage, c'est un outil qui a été mis en place par la région Normandie qui permet en fait à des jeunes de pouvoir travailler pendant au moins 1 an sur l'exploitation qu'ils veulent transmettre, enfin qu'ils veulent reprendre, pardon, avec le cédant, du coup.
Ils sont rémunérés ou par le Pôle emploi, qui est, je ne sais pas comment ça peut être. Pardon. Le Fort REM, c'est ça, pardon. Alors, voilà, donc, chez vous, c'est le Fort REM, donc nous, c'est le Pôle emploi, qui leur permet de gagner, d'avoir une rémunération mensuelle. Ou alors, c'est la région Normandie qui leur donne une indemnisation de stage. Et pendant au moins un an, du coup, ils travaillent sur l'exploitation. Ils ne sont pas payés par le cédant, ils sont payés par d'autres, du coup. Donc, c'est rentable aussi pour le cédant et c'est bien aussi pour le porteur de projet. Ça permet d'avoir une sécurité. Et du coup, ils apprennent à se connaître, à connaître l'outil, à être un peu plus fin sur, bah, tu vois, là, cette parcelle, elle est plus séchante que l'autre, alors du coup, machin, enfin voilà, je vous passe les détails techniques, mais du coup, ça permet vraiment de s'approprier l'outil pendant au moins un an. Euh, et à côté de ça, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, bah, du coup, on essaye vraiment de travailler sur le binôme, en fait. On accompagne d'un côté le porteur de projet dans son projet d'installation, mais aussi de l'autre côté le cédant sur son projet de transmission, d'essayer de faire en sorte que les deux bah, s'entendent bien, qu'il y ait de la communication. Quand il y a des problèmes, on vient faire un peu de médiation, etc., etc., pour essayer de faciliter les reprises, quoi. Et un outil qui est proche du contrat de parrainage, c'est le tutorat. Le tutorat ou le test agricole. Alors, c'est deux dispositifs un petit peu différents. C'est des choses qui sont faites en partenariat avec d'autres associations locales. Donc, le tutorat, en fait, on a des tuteurs, des exploitants qui ont un peu de bouteille et qui veulent bien transmettre leur savoir-faire. Et en général, bah, ils sont en fin de carrière, ces gens-là. Donc, bah, la façon de transmettre leur savoir-faire, c'est une façon de sensibiliser les jeunes à leur système de production et donc d'envisager peut-être de trouver un repreneur dans ce vivier de porteurs de projets. Et le test agricole, du coup, c'est porté par une couveuse d'activités. Souvent, c'est des coopératives où en fait les jeunes sont entrepreneurs salariés au sein de la coopérative et ils se testent chez l'exploitant chez qui ils veulent reprendre une exploitation agricole. Voilà. Et donc, c'est un peu le même système qu'avec le contrat de parrainage. Ils sont indemnisés ou par la région, ou par le Pôle emploi, ou par les bénéfices de leur activité, parce que forcément, s'ils testent, ils développent des choses, ils travaillent sur l'exploitation, et donc du coup, ils peuvent sortir un peu de bénéfices aussi. Et donc, tout ça, c'est en partenariat avec l'ARDEAR, qui est une association dépendante de la Confédération paysanne, qui est, comment vous m'avez dit tout à l'heure le nom? La FUGEA, apparemment, qui serait plutôt l'organisme un peu plus proche de la Confédération paysanne. Après, j'avoue, je ne maîtrise pas trop les syndicats belges, hein. Donc, il y a Bio en Normandie, qui sont les techniciens en bio chez nous, et puis Rhizome, du coup, qui est la fameuse coopérative qui fait le portage des entrepreneurs. Et du coup, bah, fort de tous ces accompagnements, ces formations et de toute l'expérience qu'on a emmagasinée au niveau du CIVAM, bah, on a pu se permettre le luxe quand même et le copyright de se rédiger un petit guide sur la transmission, donc qui est une synthèse en fait d'informations très techniques qui reprend les différents outils qui sont disponibles chez nous, mais aussi des témoignages d'agriculteurs qui sont passés par des systèmes un petit peu différents et qui du coup voilà, peuvent surfer un petit peu sur ce qui leur plaît ou pas dans les témoignages qu'ils lisent dans ce petit bouquin. Alors, je vous en ai ramené deux, c'est les deux derniers qui me restaient, parce qu'on s'est fait un peu dévaliser. Par contre, il est en libre accès en version informatique sur notre site internet. Alors, je vous ai mis le lien. Euh, et si vous voulez, j'ai prévu de faire circuler une petite feuille. Donc, vous mettez vos coordonnées et puis je peux envoyer des guides en fait directement. Alors, je ne sais pas comment s'organisera, mais ou directement chez les cédants ou directement à la province de Hainaut. Mais voilà, on verra un petit peu comment on peut s'organiser. Mais quand on les fera réimprimer, du coup, je pourrai vous en distribuer. En tout cas, n'hésitez pas à le télécharger sur notre site, il est gratuit et au moins ça vous donne la version informatique. Donc du coup, ce petit guide, voilà, il a le mérite d'exister. Souvent, les cédants l'aiment bien parce qu'il est assez pédagogique. Je peux vous le montrer comme ça. Il est là. Voilà. C'est un des deux exemplaires qui sont disponibles. Et donc, en fait, vous avez des petites illustrations et enfin, voilà, avec plein d'idées dedans pour ceux qui cherchent des méthodes de transmission de leur ferme. Et du coup, je les ai un peu rassemblés. On organise aussi ce qu'on appelle des visites de ferme à transmettre. Donc, bah, des personnes qui nous appellent en disant je cherche quelqu'un, je ne sais pas comment faire.
ben, du coup, on organise des visites chez lui. Donc, on fait une petite annonce au sein de nos porteurs de projets et on a un petit flash installation chez nous. On diffuse à tous nos porteurs de projets en disant samedi matin, tous chez machin, visite de la ferme, c'est à transmettre. Si ça vous intéresse, voilà les grandes caractéristiques de l'exploitation. Si ça vous intéresse, on se retrouve tous là-bas. Et puis, l'idée, c'est d'avoir forcément le plus de porteurs de projets qui vient participer à cet événement. Tout ça, c'est relayé aussi par le biais des petites annonces et tout qu'on peut diffuser au sein de notre réseau. En général, on arrive à faire venir pas mal de monde quand même. Alors, on fait ça sur les beaux jours, évidemment. On fait ça un samedi matin, on fait un petit déj en même temps. Comme ça fait un moment convivial. Et puis, les croissants, ça fait toujours venir du monde. Donc, voilà. Et après, l'idée de ces visites, c'est aussi de se poser des questions avec les porteurs de projets sur les méthodes dont ils ont envie de reprendre l'exploitation. J'ai mis plein de petites questions, du genre on reprend en individuel, on reprend en collectif, est-ce qu'on fait de l'achat, est-ce qu'on fait de la location, est-ce que Terre de Liens peut accompagner. On a un nouveau style de ferme qui est en train d'apparaître aussi de plus en plus, c'est les SCOP, les statuts coopératifs en fait, qui ne sont pas des sociétés agricoles, qui sont des sociétés vraiment coopératives. Alors ça a des atouts, ça a des contraintes, mais ça a surtout le gros avantage d'avoir un statut d'entrepreneur salarié et donc pour les porteurs de projets d'avoir des cotisations de salariés au niveau de la sécurité sociale et notamment la cotisation pour le chômage, pour des bonnes cotisations pour la retraite, etc., avec une couverture maladie digne de ce nom. Donc voilà, comme c'est des choses qui pêchent un peu dans les statuts agricoles classiques, ils y réfléchissent en général. Et alors, je voulais finir de vous présenter ça en disant aussi que, au-delà des outils qu'on met à disposition des agriculteurs et des porteurs de projets, on a aussi un travail un peu, enfin, j'aime pas trop ce mot-là, mais un peu de lobbying auprès des organismes para-agricoles, auprès des collectivités, auprès des établissements scolaires, pour vraiment sensibiliser à la thématique de la transmission. Parce que travailler sur la transmission, depuis que j'y suis, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui était très, très, très compliqué. Autant qu'accompagner des porteurs de projets, ils sont hyper demandeurs, ça roule. En général, ils viennent nous voir spontanément, ils nous posent des questions, c'est pas de problème. Pour les anciens, je suis désolée, mais vraiment parfois, c'est un peu plus compliqué, notamment sur la mise en marche. Il faut vraiment travailler sur la sensibilisation de la nécessité qu'à un moment, il va falloir transmettre l'exploitation. Il va falloir arrêter son activité. Quand on pose la question aux cédants, mais quand est-ce que tu pars à la retraite? Oh, bah, je sais pas, 60, 62, 64, 67. En fait, je sais pas. Moi, quand j'aurai peut-être trouvé quelqu'un, quand ma fille sera décidée à revenir sur la ferme, on va voir dans longtemps, hein, si c'est ça. Donc voilà, il y a vraiment, c'est compliqué de passer le cap, de se mettre en marche. Et dans nos formations, on fait venir un psychosociologue qui dit toujours les cédants, il faut réussir à les faire passer de la motivation à l'engagement. Et il illustre souvent ça en disant la motivation et la différence entre la motivation et l'engagement, c'est comme les œufs au bacon. Vous allez me dire, c'est quoi le rapport? Eh ben, dans les œufs au bacon, la poule est motivée et le cochon, il est engagé. Et donc, c'est ça la difficulté qu'on a avec nos cédants, c'est de réussir à les faire passer de la motivation à l'engagement dans les démarches et faire en sorte que le projet, il avance, quoi. Donc, voilà, il faut vraiment travailler et ce travail de lobbying, un peu, il est super important pour réussir à faire ça, quoi. Voilà, je pense que j'ai fini ma présentation, si je me rappelle bien. Alors oui, je vous ai remis la petite illustration complète. Elle est disponible là-bas avec toutes les docs aussi que j'ai ramenées. Vous aurez des documents sur le test agricole. Vous avez des documents aussi sur comment essayer de redéfinir un petit peu de nouvelles activités pour transmettre sa ferme. Une activité par exemple, une ferme en polyculture élevage, chez nous, on a certaines fermes qui se transforment et qui, au lieu d'être tout seul dessus, ils vont arriver à 4. Et on va mettre un paysan boulanger, on va mettre un brasseur, on va mettre quelqu'un qui fait des cultures, on va mettre quelqu'un qui fait du maraîchage, par exemple. Et voilà, donc du coup, on diversifie fortement l'exploitation parce que, voilà, un coût important l'exploitation oblige. Parfois, il faut être plusieurs pour pouvoir acheter les parts et voilà, pouvoir avancer, quoi. Donc, il y a aussi de la doc là-dessus. Voilà, vous trouverez pas mal de petits trucs. Et je reste cet après-midi, donc si vous voulez, je suis dispo pour des questions.
Et je suis à peu près dans le timing. Un petit temps de questions-réponses, voilà, c'est ça. Donc, si vous avez des questions, je suis tout oui. Voilà. Le taux de réussite dans vos engagements pour les coefficients de l'exploitation. Oula, quel est le taux de réussite dans nos accompagnements? Ben justement, finalement, la demande sur la transmission, j'accompagne, pour vous donner un ordre d'idée, on accompagne une centaine de porteurs de projets tous les ans. Sur de l'installation, on accompagne une vingtaine de cédants tous les ans. C'est vraiment très disproportionné. Et donc, du coup, en fait, c'est très compliqué de répondre à cette question parce que les transmissions, c'est du travail de très long terme. En général, on dit qu'une transmission, ça s'anticipe au moins 10 ans avant. Oui, oui. 10 ans avant, c'est énorme, mais en fait, c'est aussi ce pas de temps-là qui permet de notamment raisonner ces investissements suffisamment tôt pour ne pas faire porter des investissements trop lourds au moment de la reprise. Moi, j'ai déjà eu des fermes, par exemple, où il y avait un labo de transfo, et 3 ans avant de transmettre la ferme, le cédant décide de refaire tout le labo. Donc emprunt et compagnie, alors que le jeune qui a repris la ferme, finalement, il ne voulait pas un labo comme celui-là, il voulait un labo différent. Donc, il était obligé de casser des trucs et de porter aussi les investissements que le cédant avait fait. Donc, quand on s'y prend 10 ans avant, ça permet aussi de se dire, c'est maintenant ou jamais que je fais cet investissement-là, parce que comme ça ne va pas courir trop longtemps après, j'aurai pris ma retraite derrière pour un jeune potentiellement derrière. Après, c'est aussi des choix techniques. S'il y en a qui veulent faire des conversions bio, des choses comme ça, quand on anticipe vraiment les choses, c'est bien aussi. Ça permet d'être en vitesse de croisière au moment où on veut transmettre sa ferme. Après, pour répondre à votre question plus précisément, j'aurais tendance à dire que c'est super compliqué en fait d'estimer le taux de réussite des transmissions parce que parfois la transmission qu'on imaginait qui était sur le point d'aboutir à un moment, finalement, il y a un truc on est sur de la relation humaine en fait. Donc il y a un des deux parties qui casse le deal et qui repart encore sur autre chose. Je dirais peut-être un cas sur deux qu'on arrive à accompagner jusqu'au bout. Parfois, on en a aussi qu'on perd. Pas qu'ils sont complètement perdus dans la nature, c'est que juste, ils sont plus accompagnés par le CIAM, ils sont accompagnés par d'autres personnes après. Et donc, on n'a pas toujours le retour en fait, de ces transmissions-là. Donc, on en a peut-être plus au final. Mais nous, on est vraiment sur la phase de sensibilisation, on est vraiment sur les débuts en fait. Donc, à suivre jusqu'à la finalité, c'est pas toujours simple. Donc, voilà, j'ai à moitié répondu, j'avoue. Il y a des résultats, ouais. Les contrats de parrainage sont très, très, très prisés, en fait. Là, depuis 2 ans, on a multiplié par 5 ou 6 le nombre de contrats de parrainage qu'on faisait d'habitude, quoi. Donc, c'est bien, c'est cool, c'est que l'outil marche, qu'il y a de la demande et qu'il apporte quelque chose aussi. Enfin, et souvent, ce contrat de parrainage, au bout d'un an quand même, on arrive à savoir si on veut reprendre la ferme ou pas, quoi. Enfin, on arrive à se projeter quand même sur pas mal de choses. Après, c'est court et c'est long à la fois, quoi. Pour reprendre un gros outil de travail, parfois c'est trop court. Donc on essaye de trouver des subterfuges pour allonger un peu la sauce. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Soyez pas timide, hein. Je ne vais pas vous manger. Oui. On parle souvent en Belgique, mais comment fonctionne SAFER? Alors, la SAFER. C'est vrai que vous n'avez pas la chance d'avoir la SAFER. Je ne sais pas si c'est une chance pour tout le monde, mais la SAFER, en fait, c'est une société qui reçoit des directives directement du ministère de l'Agriculture, donc de l'État, en disant il faut éviter la flambée du prix du foncier et il faut laisser les terrains agricoles à usage agricole. En gros, c'est ça leur grande directive. Pour ça, par contre, l'État ne leur verse pas un sou. Donc, ils ont une mission, ils ont des objectifs et des comptes rendus à faire à l'État tous les ans. Mais par contre, au niveau du fonctionnement, ils doivent se débrouiller pour faire tourner les équipes, quoi. Donc, ils fonctionnent un peu comme une agence immobilière.
ils achètent du terrain et ils revendent avec une marge qu'ils empochent pour eux, quoi. Et alors, la SAFER a plusieurs outils à sa disposition. Alors, je ne connais pas tout en détail, mais je sais ils peuvent faire de la préemption. Alors, grosso modo, ça représente entre 3 et 5% de toutes les acquisitions foncières qu'ils font. Donc, quand un bien agricole est à vendre et qu'il y a un acquéreur, le notaire fait une déclaration d'intention d'aliéner, quoi, un acte de vente. C'est une promesse. La promesse de vente monte directement à la SAFER et la SAFER est en droit de dire je ne suis pas d'accord, je préempte, je récupère le corps de ferme et on met en concurrence. Et donc, la SAFER devient propriétaire du bien et celui qui était le potentiel acquéreur, ça lui passe sous le nez, quoi, à ce moment-là. Ça ne l'empêche pas de se porter acquéreur dessus, mais du coup, c'est carrément à la SAFER qu'il faut le faire. Et donc, la SAFER fait une publication de cette annonce et tous les porteurs de projets qui sont intéressés par le corps de ferme peuvent se porter candidats. Donc, ils doivent monter un dossier, un prévisionnel économique, une présentation du projet, etc., etc. Et ça passe en commission. Alors, il y a deux commissions qui en débattent. Et quand les commissions sont passées, en général, ils ont identifié le ou les repreneurs, parce que quand c'est des gros trucs, parfois, ils coupent la poire en deux, quoi. Voilà. Ça, c'est sur. Après, ils font aussi beaucoup d'acquisitions à l'amiable. Ça, c'était pour 5% à peu près des acquisitions de la SAFER. Tout le reste, en fait, c'est de l'acquisition à l'amiable. Alors, la SAFER, ils ont un réseau, ils ont des conseillers de secteur, en fait, chez nous. Et les conseillers de secteur, ils sont au courant de tout. Ils ont ils sont en lien avec des gars qui circulent régulièrement sur les fermes, des comptables, des OPA et tout, et qui leur disent ah bah tiens, un tel, il arrive bientôt à l'âge de la retraite, tu devrais aller le voir. Je sais que machin et machin, ils s'entendent plus, du coup, ils vont couper le corps de ferme en deux, peut-être qu'il y a quelque chose à faire là-bas. Voilà. En fait, ils sont vraiment au courant de tous les mouvements fonciers qu'il y a par tous entre guillemets, les informateurs qu'ils ont un peu partout. Et puis parfois, c'est les agriculteurs qui les appellent en direct en leur disant bah, je vais partir à la retraite, je ne sais pas quoi faire de mon corps de ferme, débrouillez-vous avec, je vous laisse gérer, quoi. Et ça représente quand même beaucoup, beaucoup d'acquisitions de la SAFER, les agriculteurs qui appellent en direct. Et donc, c'est pareil, ça part en commission après, et puis c'est mis en concurrence avec plusieurs porteurs de projets. Si, dans les deux types de préemption qu'il y a, du coup, il y a la préemption simple, c'est ce que j'ai présenté là, et il y a la préemption en révision des prix. Et donc, la préemption en révision des prix, c'est en disant vous vendez trop cher, du coup, on récupère. Voilà. Et souvent, ce qui se passe, parce qu'il y a quand même des moyens de contourner ça, hein. Le vendeur, il dit ok, il y a la SAFER qui s'en mêle, j'ai pas envie qu'elle s'en mêle, je retire mon bien de la vente, je fais un bail avec mon futur repreneur et au bout de 5 ans, je crois que c'est 5 ans de mémoire, il y a le droit de préemption du bailleur qui devient supérieur à celui de la SAFER. Donc 5 ans après, il peut racheter le truc et ça ne passe pas dans les mains de la SAFER. Et souvent, c'est comme ça. Et autre moyen, en fait, les agriculteurs qui ne veulent pas que ça tombe entre les mains de la SAFER, ils ont des outils, ils le savent. Ils font des montages sociétaires et puis dans les sociétés, ça passe à côté, quoi. Parce que la SAFER ne peut pas mettre son nez dans les parts sociales. À son grand désespoir. Parce que je compatis. Est-ce qu'il y a d'autres questions? À moins qu'on arrive au bout du timing. Voilà. Bon, je suis encore là ce midi si vous voulez des questions, si vous voulez des réponses. En tout cas, un tout grand merci.